Bonjour à tous, quelques mots sur la terrible tragédie qui s'est produite en Angleterre. On continue depuis une quinzaine d'années le cas des jeunes filles abusées par des gangs d'origine pakistanaise. Une vidéo en deux parties, d'abord pour qualifier le contexte. Il s'agit bien d'une ingérence étrangère, évidemment, ingérence de Monsieur Musk, et en deuxième partie, voir le contenu, vraiment le fond de l'affaire qui est plus que terrible, c'est apocalyptique. Donc d'abord sur le contexte, pourquoi cette affaire sort aujourd'hui? Évidemment, il s'agit d'une campagne orchestrée depuis les États-Unis par notre ami Elon Musk, que nous aimons bien, puisqu'il a les mêmes opinions que nous, en partie. Il est transhumaniste, je pense que la plupart d'entre vous ne le sont pas, mais sinon sur le reste, nous sommes tout à fait de son bord. Donc cette ingérence nous fait plaisir, mais c'est quand même une ingérence. Il s'immisce dans les affaires britanniques. Bon. Vous me direz, il se passe la même chose en France depuis 50 ans. La Commission européenne s'immisce dans les lois françaises, dans les décisions du gouvernement français, à commencer par le budget de la France chaque année. L'autre Parlement n'est qu'une chambre d'enregistrement des desiderata de la Commission européenne. La CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, fait de l'ingérence dans les tribunaux français tous les jours. D'accord? Et je pourrais détailler ces ingérences-là, le Qatar, l'Algérie via la mosquée de Paris, la Turquie, George Soros, Bill Gates durant la pandémie, rappelez-vous, Bill Gates a quasiment coécrit avec nos dirigeants les lois, les textes qui justifiaient le passeport sanitaire. Il a failli signer Bill Gates, fondateur de Microsoft. La personne ne s'est émue de l'ingérence de ce milliardaire californien. Donc soyons sérieux 5 minutes, d'accord? Donc bien sûr que il y a des ingérences. Celle d'Elon Musk, il faut que nous ayons l'honnêteté de dire que c'est une ingérence. C'est une opération politique. Nous ne sommes pas des innocents. Nous savons que nous ne sommes pas naïfs. Cela dit, banco. Si une ingérence a lieu pour le bien, est faite pour le bien, pour débarrasser les Britanniques du gouvernement travailliste et surtout pour réparer, c'est impossible, mais pour rendre justice, s'il est encore possible de rendre justice pour ces pauvres victimes, tant mieux. C'est une ingérence qui ne me gêne pas. Deuxième chose, le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, il est apocalyptique. Il démontre carrément que l'Occident est pourri. Et dans le cas particulier, l'Angleterre, le Royaume-Uni est pourri. Moi, je m'étais rendu compte déjà que l'Occident est pourri durant la pandémie, qu'on a vu la censure généralisée, le renoncement en un clin d'œil, en une nuit aux droits de l'homme. On est passé des droits de l'homme pour tous à la dictature pour tous. Tout ça. Donc j'ai compris que nous étions pourris. Mais là, on voit que la pourriture, la décomposition est beaucoup plus avancée. Là, vous avez un pays, l'Angleterre, où la justice et la police ne travaillent pas, et ils ne font pas leur job. Ils ne font pas leur job. Tout était sous leurs yeux. Les faits étaient amplement qualifiés. Depuis le début, ils n'ont pas agi. Pire, le gouvernement anglais est allé aussi loin que marier des jeunes filles abusées à leurs violeurs. Vous vous rendez compte? On se croirait au Pakistan ou en Afghanistan. Nous y sommes d'ailleurs. Je vais en parler tout de suite. Nous y sommes. Le Pakistan s'est transposé en Angleterre. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc vous avez la faillite de l'État anglais. Il n'y a pas d'État. Un État qui ne protège pas sa population n'est plus un État. C'est un gang comme un autre. C'est le super gang. C'est la mafia des mafias. Vous avez un État anglais qui ne renonce pas à collecter l'impôt. L'impôt, il le veut. Par contre, il ne veut pas protéger la population. En fait, c'est pas qu'il soit faible. L'État anglais n'est pas faible. Il a délégué la fonction le monopole de la violence, il l'a délégué aux gangs pakistanais. Aujourd'hui, les Anglais sont tenus par les gangs. Quand quelqu'un viole ta fille, tu peux rien faire. Quand quelqu'un viole ta cousine, tu peux rien faire. Quand quelqu'un viole ta voisine, tu peux rien faire. Tu es moins que rien, tu es un esclave. Tu es tenu. Tu crois qu'un type dont la fille a été violée par ces gangs est encore un citoyen? Tu crois qu'il va participer aux élections avec l'esprit libre? Tu crois qu'il va demander le changement politique? Tu crois qu'il va avoir une vie politique? Il est mort. Ces hommes ont été tués, symboliquement, moralement. Ces villes-là, Rotherham, Stratford, je ne sais pas quoi, toutes ces villes-là, ce ne sont plus, il n'y a plus de démocratie dans ces villes.
Les gens ont été annihilés. On peut tuer un peuple de deux manières, par une bombe nucléaire, comme en 1945, Hiroshima et Nagasaki, mais en lui enlevant tout honneur, en rappelant à ces hommes qu'ils ne servent à rien. Et l'État anglais, par le moyen de ces gangs pakistanais, a démontré à tous les hommes d'Angleterre, tous, de, du nord au sud, il leur a démontré qu'ils étaient complètement inutiles puisqu'incapables de protéger leurs enfants. C'est ça le message. Donc l'État anglais est devenu un État sadique. La gouvernance en Angleterre a changé. On est dans une gouvernance par la maltraitance, par le sadisme. Voilà. C'est ça le régime auquel les Anglais ont affaire. Vous savez très bien que le nôtre aussi, traverser la Manche, c'est guère plus différent. C'est guère différent. Il y a eu un transfert, il y a eu une délégation du pouvoir de police, donc de répression. L'État a transféré son pouvoir de police aux voyous. Voilà. Je n'élabore pas plus. Deuxième chose, il n'y a plus de famille en Angleterre. En tout cas, dans ces zones-là, il n'y a plus de famille. Une famille, ça protège ses membres. On n'a pas vu de famille, on n'a pas vu d'hommes boycotter l'État anglais. Je n'appelle pas l'insurrection, mais bon sang, quand tu vois que les enfants se font violer, euh, soit tu prends le, soit tu prends le maquis, c'est ce qu'ont fait les résistants en 41, 42, 43, soit si tu es comme Gandhi dans la lutte pacifique, tu fais des actions de boycott, tu fais de la désobéissance civile, tu fais une grève, bon sang, faites des grèves. Bloquez ces villes, bloquez-les économiquement pour que l'État renonce au sadisme. Rien n'a été fait. Les gens continuent à vivre comme si de rien n'était. Donc la famille n'existe plus. Tu as des agrégats d'individus qui consomment. C'est ça qui est le message qui est passé. Parce qu'une famille, c'est pas seulement un ménage au sens de l'INSEE qui consomme et qui achète une maison, une voiture, un abonnement chez Free. Non, une famille, c'est une cellule de défense. Elle n'existe plus, elle ne défend plus. Comme elle n'exerce plus sa fonction, elle n'existe plus. Pareil, il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus d'hommes. Un homme, ça défend les femmes. Ne m'en voulez pas, c'est pas moi qui ai décidé ça, c'est la nature humaine. Nature humaine. Donc on n'a plus d'hommes. On a dévirilisé les hommes, on les a démotivés, on les a déconstruits. Ils ne veulent plus faire leur job. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, être un homme en Angleterre, comme en Europe de l'Ouest, c'est une opération kamikaze. Tout est interdit. Tu vas en tôle. Tu vas en tôle. C'est mal vu. Voilà le résultat. Voilà où on en est. Mais c'est très grave, hein, parce que ça veut dire qu'une société britannique, G7, hein, membre du G7, c'est pas un petit pays, l'Angleterre, le Royaume-Uni, je dis l'Angleterre, le Royaume-Uni, elle protège moins sa population, elle forme des hommes moins forts que la Tchétchénie, petite société rurale montagnarde archaïque. Vous vous rendez compte? Eh bien, une femme, une jeune fille est plus en sécurité si elle se trouve dans une communauté tchétchène que dans une communauté britannique. Vous vous rendez compte de ce que je dis? Pourtant, c'est vrai. C'est pour ça que je vous dis, la pourriture, elle est, mais on est vermoulu. Enfin, ils sont. Et malheureusement, je pense que ça s'applique aussi à l'Europe de l'Ouest. Voilà pour ce point-là. Deuxième point, dans le contenu, dans le désastre, c'est le retour de la nature humaine. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation coloniale. Coloniale. Tu transfères des hommes d'un pays A, en l'occurrence le Pakistan, vers un pays B, où les hommes sont déconstruits, où ils sont fragiles, où les femmes ne sont pas défendues, où les autorités sont laxistes et donnent l'impression de faiblesse. Je dis donne l'impression de faiblesse. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu te comportes comme un colon. Nous sommes tous des colons en puissance, bon sang. Un colon, ce n'est pas un type aux yeux bleus qui s'appelle Jean-Jacques ou Harold ou Heinz ou Pedro, dans le cas des Portugais. Un colon, ou Boris, cas des Russes. Un colon, c'est tous. Il peut s'appeler Mokhtar, Mamadou ou Rajiv. Nous sommes tous des colons en puissance. Il suffit de nous exciter, de nous passer les mauvais signaux. Et l'Angleterre n'a eu de cesse de passer les mauvais signaux. Elle a donné à ces hommes-là l'assurance qu'ils étaient en pays conquis. Laxisme de la police, laxisme de la justice, repentance, les assistances sociales qui s'agenouillent devant les violeurs pour leur dire: ah, si vous voulez, mariez-vous avec elle et on oublie tout. En plus, attends, je me calme parce que je m'énerve vite. On est dans un cas colonial. Vous avez des hommes
qui ont pris le contrôle d'un territoire, d'une population plus douce qu'eux. Et ils ont fait ce que les hommes font quand ils sont en situation coloniale, opprimer les femmes des autres. La colonisation a toujours une composante de contrôle des corps. Soit je réduis les hommes en esclavage ou en travail servile, en travail obligatoire, travail captif, captivité, soit, ou en même temps, je m'empare du corps des femmes. J'abuse d'elles, femmes, jeunes filles. C'est ce qu'on fait, ces Pakistanais, ce sont des colons. Vous avez une situation colonialiste, impérialiste en Angleterre depuis 15 ans. Malheureusement, nos professeurs universitaires, en Angleterre comme ici en France ou au Brésil, sont trop occupés à former des militants qu'à ouvrir les yeux de leurs étudiants. Parce que ce que je viens de vous dire, c'est le premier module, premier semestre de sociologie ou d'anthropologie de n'importe quelle fac de sciences sociales qui se respecte. Malheureusement, ce n'est pas enseigné. Nous enseignons à nos enfants à détecter les sosies de Mussolini dans les phénomènes. Les colons ne ressemblent pas tous à Mussolini ou à un blond arien aux yeux bleus. Bon. Donc vous avez le retour de la nature humaine. Vous avez des hommes. Des hommes. Les hommes, c'est plus violent qu'une femme. N'en déplaise aux féministes françaises et britanniques. Les hommes sont plus dangereux que les femmes. Il faut toujours faire attention aux hommes. Les sociétés ont toujours fait attention aux hommes. Que faisons-nous? Nous accueillons une immigration composée majoritairement d'hommes jeunes. Des hommes en plus jeunes. Le comble, l'apice, le maximum de la dangerosité, du danger. Les hommes, ils font ça. En plus, vous accueillez des hommes qui viennent d'une région particulièrement machiste. Pire, une région qui a une relation avec les femmes qui est toxique. De l'est des marges orientales de l'Iran jusqu'aux marges occidentales du Sri Lanka, vous avez le foyer, le barycentre du machisme dans le monde. Et ce n'est pas lié à l'islam forcément. Je ne veux pas évacuer la religion musulmane du débat, mais je suis désolé, vous avez des viols collectifs en Inde, de manière récurrente, commis par des hindouistes. Donc ne venez pas me dire l'islam, non. Vous avez cette région-là du monde, elle a un problème grave avec les femmes. Je ne suis pas étonné que vous ayez des problèmes avec cette région-là. L'islam peut aggraver les choses, d'accord, mais moi, il faudrait lire vraiment faudrait vraiment se plonger dans la boue, la pourriture de cette enquête, parce que c'est horrible, les faits rapportés sont horribles, pour détecter la psychologie de ces mecs. Mais moi, j'affirme que c'est lié à la psychologie toxique, à la malade de cette région. Cette région a un problème avec les femmes. Quand tu importes des hommes, fleurs de l'âge, souvent célibataires de cette région-là, ben tu t'exposes à ça. Tu es responsable. Et donc, ça nous ramène Et bien sûr, ça nous ramène... Donc, on est dans une situation coloniale. Que se passe-t-il dans les colonies? Qu'est-ce qui s'est toujours passé dans les colonies? Tous les résistants sont traités de comment? Comment on traite les résistants dans les colonies? Terroristes. Hein, vous résistants en 41, 42, 43, 44, comment ils étaient traités par la presse parisienne, par les milieux parisiens, bobos, intello, artistiques? Parce qu'à Paris, on a plus collaboré qu'à Vichy. Hein. Comment on les a traités à Paris? Terroristes. Comment la France a-t-elle qualifié l'El-Fassi, grand résistant marocain? Terroriste. Hors la loi. Ils l'ont exilé au Gabon. Que fait l'Angleterre de ce monsieur-là? D'ailleurs, son prénom est mal barré. Enfin, déjà, ça en dit long. Keir Starmer, c'est quoi ce pas? Bon, j'arrive même pas à prononcer son prénom et ça vaut pas la peine. Qu'a fait le Premier ministre britannique? Il a mis en tôle Tommy Robinson. Comme la France a exilé au Gabon, elle le fait si. Ou comme la France a exilé au Gabon, toujours au Gabon, Amadou Bamba, résistant sénégalais, dans les années 1920. Comme la France a exilé, je ne sais plus, en Corse ou ailleurs, les militaires les membres du FLN, la Bembella, tout ça, interceptés en plein vol en 56. C'est normal, nous sommes dans une situation coloniale et les réflexes se répètent. Vous avez des autorités de collaboration britanniques qui oppriment les lanceurs d'alerte. C'est normal. Voilà, maintenant, conclusion. Responsabilité écrasante de la gauche. À quoi sert la gauche si des enfants de prolétaires
des enfants d'ouvriers sont violés. À quoi elle sert? À quoi sert la gauche s'il ne défend pas la chair du peuple? À quoi elle sert? À rien. Vous vous rendez compte de l'apocalypse là? Il n'y a plus d'État. Il a migré, il a muté, il est devenu un prédateur. Encore plus dangereux que les gangs pakistanais. Parce que les gangs pakistanais, en 2 jours, c'est fini, hein. Si tu mets une vraie police, en 2 jours, c'est terminé. L'État anglais, pour le déraciner, il faut y aller, hein. Euh, Il n'y a plus de famille, de société. Il n'y a plus de société. Vous avez en Angleterre aujourd'hui un agglomérat d'individus égoïstes qui pensent qu'à eux, à leur état, à leur compte en banque, à leurs vacances, à leur carrière. Il n'y a plus de société. Quand tu as des gosses qui se font traiter comme ça, et toi tu fais rien, il n'y a plus de société. Vous vous rendez compte? Et il n'y a plus de gauche. Bon. Alors maintenant, comment tu reconstruis ça? Bon courage. Mais on peut reconstruire un peuple. Mais je suis dans l'apocalypse aujourd'hui. On ne reconstruit jamais un peuple sans verser le sang. Saint-Exupéry, hein, c'est pas un musulman qui a dit ça, qui aurait des accointances avec l'islamisme. Saint-Exupéry. Donc tu me diras, c'était un saint, Saint-Exupéry, donc il est un peu religieux. J'arrête la plaisanterie. Saint-Exupéry a dit, je ne sais plus dans quel livre, l'esprit avec un E ne marche jamais sans verser le sang. Pour refaire société, pour reconstruire une société, il faut que le sang coule. Malheureusement, le sang va couler. Le sang va couler parce que nous sommes comme ça. Nous avons besoin. Vous avez déjà vu, vous avez, je sais pas, vous vivez peut-être dans des villes où les mairies sont bobos de gauche, écolo, donc tout est interdit. Mais dans les villes encore libres, on voit les chantiers, on voit comment on coule le béton. On coule le béton. Il y a le gravier, il y a l'eau, il y a le. Alors, je suis un homme déconstruit, hein, donc je ne connais pas la recette du béton. Gravier, l'eau, je sais plus quoi là. Le sable et d'autres choses certainement. Euh, eh bien, le sable qu'on met dans le béton, eh bien, c'est dans le tissu social à reconstruire, dans le chantier qui est une société qu'il faut reconstruire, c'est le sang. On n'a pas fait la France avec des bisous et des traités de philosophie. Vous avez eu une révolution sanglante de 10 ans, 20 ans. Si on va jusqu'à Napoléon, la révolution a duré 25 ans, 1814. Vous avez eu plusieurs révolutions, 1848, 1851, 1870. Vous avez eu une guerre mondiale, 2 guerres mondiales. Vous avez eu Vichy pour arriver aux 30 Glorieuses, pour trouver un consensus acceptable. Il y a eu des morts, il y a eu des innocents. L'esprit avance toujours en faisant couler le sang. Bon, comme ça. Restons à notre place, acceptons cette fatalité et construisons. Je souhaite au peuple anglais qu'il reconstruise l'Angleterre. Et je souhaite à nous autres aussi en France et ailleurs que nous reconstruisons nos sociétés. Et voyez le mal, je ne dirais pas qu'a fait la gauche seulement, l'État. L'ennemi, c'est l'État. Et dans un livre qui sort aujourd'hui, là, il sort le 15 janvier, je parle de ça. Je dis qu'il y a le parti unique. Le parti unique, c'est quoi? C'est l'État avec l'intelligentsia et les entreprises. Tous ont voulu que nous devenions des hommes inutiles, comme ces hommes-là, de ces villes-là, de cette Angleterre-là, qui n'ont pas bougé quand leurs femmes, leurs enfants, leurs voisins, leurs semblables, bon sang. Le parti unique, l'État avec l'intelligentsia et les entreprises, le parti unique a tellement dégradé l'homme en Europe occidentale que nous sommes devenus moins utiles à la société qu'un Tchétchène. Punchline à réserver et je prends des royalties dessus. À bientôt, prenez soin de vous.